Bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. T'as loupé les agents IA et la DeFi et tu veux savoir quel sera le futur narratif qui va exploser? Je vais te donner 5 astuces pour comprendre, analyser et te positionner sur la future hype pour faire un maximum de profit. On va d'abord revenir rapidement sur ce qu'est un narratif, puis voir comment les suivre et anticiper la masse. Reste bien jusqu'à la fin car je te donnerai les narratifs que je surveille avec une méthode bonus. Partie 1, c'est quoi un narratif? Un narratif, c'est un thème, c'est-à-dire une catégorie. On a tendance à les ranger par technologie ou utilité. Mais il faut voir ça sous un prisme différent. On va pouvoir les catégoriser par beaucoup de biais différents, ce qui fait qu'une crypto peut être dans plusieurs narratifs différents. C'est un peu comme un genre musical. La crypto, c'est la musique. Chaque narratif, c'est un style différent, avec ses propres codes, ses stars et ses tendances. Mais on peut très bien classer une musique de Nirvana dans rock, comme dans grunge, ou dans groupe avec un chanteur masculin, ou groupe américain. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire l'analogie avec la crypto, on peut dire que Bitcoin, c'est la musique classique, c'est la base, l'origine de tout. Sans elle, pas d'autre genre. Les Layer 1, Ethereum, Solana, c'est le jazz. Complexe, innovant, mais fondamental dans l'évolution de la crypto. Les Layer 2, Optimism, Arbitrum, c'est le rock. Rapide, énergique, ça casse les codes et booste l'écosystème. L'IA avec Tao, Asi, c'est la techno, moderne, futuriste, en pleine explosion, avec des vibes qui attirent la foule. Les sous-narratifs, c'est les sous-genres musicaux. Dans chaque genre musical, tu as des sous-catégories. Par exemple, la techno se divise en house, minimal, acide, etc. En crypto, c'est pareil. Avec l'IA, par exemple, donc la techno, l'IA, tu as les agents IA, tu as les projets d'infrastructure, les data. Je sais pas si c'est pertinent, mais ça m'a bien fait marrer de comparer des cryptos à la musique, en tout cas. Allez, bref. Donc, des narratifs, finalement, il y en a des millions. Mais on peut résumer ça en quelques catégories, pour y voir plus clair. J'ai fait en sorte de te proposer les plus pertinents, les plus capitalisés ou les plus populaires sur ce cycle. Si j'en ai oublié, mets-le en commentaire, ça pourra aider la communauté. On va se concentrer uniquement sur les altcoins, sur cette étude. Donc, dans un premier temps, on aura les stablecoins. Bien sûr, c'est pas forcément là-dessus qu'on fera de l'argent, bien que à terme, l'adoption massive passera par ça, c'est sûr. Et qu'avec toute l'économie qu'il y a derrière, on peut avoir de très très bons rendements sans prendre de risques. Ensuite, évidemment, on a tout ce qui est Layer 1, Layer 2 et leur écosystème. Donc elles sont fondamentales, c'est la base et le squelette de tout ce qui suit. En misant dessus, on pourra donc viser très large, comme Solana, qui réunit tout un écosystème incroyable. On a des grosses capitalisations pour limiter nos risques, et donc nos rendements, et de tout petits projets, mais qui ont un écosystème qui peut se développer et qui seront donc beaucoup plus risqués. Ensuite, on arrive sur, bien sûr, les mêmes coins, qui à eux seuls ont un impact énorme sur le marché. Je suis pas forcément fan, et je trouve que ça décrédibilise la crypto en général. Mais bon, c'est pas moi qui choisis. Ensuite, on aura les NFT. Moi, je miserai pas dessus sur ce cycle. Par contre, c'est sûr que cette techno sera utilisée pour plein de domaines à l'avenir, comme le notariat ou les billets de concert. Bref. Ensuite, on a les RWA. Alors là, forcément, c'est l'un des marchés les plus prometteurs. Je pense pas que ce soit la partie sur laquelle on fasse le plus de bénéfices, mais à terme, c'est ce qui amènera à une utilisation générale de la blockchain. C'est mon avis, et c'est aussi celui de Larry Fink, le PDG de BlackRock. Et c'est pas un rigolo le bonhomme. Donc, on pourra retrouver ça dans l'art, l'immobilier, mais surtout l'économie, notamment les stablecoins, qui ne seront finalement que de la monnaie fiat tokenisée. Et même pour être plus exact, ce sera des bons du trésor américain tokenisés. C'est une autre histoire. Ensuite, on a le gaming. Alors là, je suis un peu partagé. Perso, j'investis pas du tout dans ce secteur, mais je trouve qu'il y a une belle perspective et des choses très intéressantes à ce niveau-là. Après, ce narratif a bien explosé au cycle dernier, et je pense pas que ce soit le cas à ce niveau-là. Ensuite, on a la dépine. Alors là, c'est vraiment le secteur intéressant et plein de promesses.
le partage et la distribution de puissance, de données, etc. C'est vraiment très stylé. Après, c'est un narratif très lié à celui de l'IA, forcément, bien qu'il y ait des projets orientés sur plein d'autres choses. On va dire que c'est le client principal pour la puissance de calcul, pour faire tourner les modèles IA. Et là, dernièrement, j'ai une petite réflexion, notamment suite à la sortie du fameux DeepSeek et de tous les autres modèles de ChatGPT chinois. Si c'est avéré qu'on peut faire tourner un modèle avec moins de puissance de calcul et d'énergie et de matériel, la dépine a beaucoup moins de raisons d'exister. Vous voyez ce que je veux dire? Puis vient justement le narratif IA. Là, on est plus sur une hype et un mot-clé, plutôt que sur des projets vraiment pertinents. Beaucoup de projets intègrent l'IA à leur structure, et donc on les met dans le narratif IA. Mais peu proposent des services vraiment liés à l'IA. Le principal sera BitTensor par exemple. Puis vient la deuxième sous-catégorie, avec un peu plus de précision sur leur définition, ou des narratifs moins populaires. Bien souvent, dans cette sous-catégorie, on a des projets qui sont sur plusieurs narratifs, voire qui sont vraiment la fusion de ces narratifs. Donc on va avoir par exemple l'interopabilité, donc ultra pertinent pour avoir des connexions entre blockchains sans friction, pour construire un socle d'échange ultra performant, le Made in USA qui est devenu depuis peu un narratif à part entière, c'est-à-dire toutes les cryptos développées et suivies depuis les USA. On a le narratif des marchés de prédiction. J'aime beaucoup, mais qui à terme risque d'être banni de la plupart des continents, donc pas mal risqué. Il y a aussi le Move to Earn. Ça, c'est surtout du cycle dernier et sincèrement, je vois pas un truc révolutionnaire arriver là-dessus. Le restaking, bien sûr. Alors là, c'est un peu le double face de Batman. Vous voyez ce personnage-là, le restaking, pour moi, c'est un peu ça. Le principe est incroyable, permet de faire des trucs de fou et d'ajouter une nouvelle vision de la finance, mais c'est aussi une boîte de Pandore. Et je pense que la fin de notre bull run, de notre cycle haussier, arrivera à partir d'un projet faisant du restaking. On ajoute du risque sur du risque, et si ça commence à chanceler, ça risque de tomber très très fort. Vient ensuite les petits nouveaux, la DeFi, donc la fusion de la DeFi et des agents IA, et les agents IA. Donc pour moi, ces deux narratifs sont très prometteurs, mais tellement liés à des hypes passagères qu'elles en deviennent ultra volatiles. Il suffit de voir les charts de ces derniers jours des projets qui sont dessus, c'est très dégène. Donc ce tableau n'est pas complet. D'ailleurs, j'ai pas mis le narratif des fee switch qui risque d'être très pertinent sur ce cycle. C'est les projets qui vont rétribuer une partie des frais générés aux détenteurs du token du projet, en gros. Donc il y a une multitude de narratifs, de dérivés et de sous-dérivés évidemment. Au sein de chaque narratif, on peut descendre de plus en plus pour aller chercher le projet de fou. C'est pas forcément ce que je conseille. La vision du narratif est primordiale pour se placer correctement. Ainsi, on peut sélectionner les leaders de chaque narratif et être placé intelligemment. Ou chercher des projets à cheval sur plusieurs narratifs, comme Injective par exemple, qui commence à se positionner sur la DeFi, l'IA, la modularité, etc., afin de profiter de la hype de plusieurs narratifs. Et donc finalement, pour limiter son risque et du coup ses rendements, on peut remonter dans cette sorte d'arbre généalogique des narratifs. Au cours d'un cycle, on remarque que la liquidité passe d'un narratif à un autre. Donc le but est d'anticiper ces mouvements pour sortir d'un narratif vers un autre, avant la masse. Et ça, c'est pas facile. On peut essayer de devancer tout le monde et se positionner sur le nouveau narratif en avance. Et ça, on va essayer de le voir dans la deuxième partie. Partie 2. Comment suivre les narratifs et anticiper les mouvements. Avant de commencer la deuxième partie, en regardant mes stats YouTube, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans s'abonner. C'est dommage, ça coûte rien et c'est gagnant-gagnant. Ça te prendra 2 secondes et ça m'aidera beaucoup. Merci d'avance. Allez, reprenons. Tu le sais, on est dans un écosystème particulier où tout va à 100 000 km/h. Donc déjà, pour moi, tu dois te demander sur combien de temps tu investis. Et ça définira sur quelle échelle de narratif te positionner. Tu veux faire des énormes gains rapidement ? Ok, tu dois anticiper et trouver la future pépite. Ça te demandera énormément de temps et de travail pour un potentiel énorme multiple. Mais c'est le plus compliqué et surtout le plus risqué. Après, si tu as une vision un peu plus long terme et que tu as de la patience, tu pourras plus facilement faire des multiples un peu moindres, mais quand même costauds, si tu es malin, en te positionnant plus haut sur l'échelle des narratifs et en arbitrant au bon moment.
Voyons comment suivre son évolution et surtout comment repérer les prochains narratifs explosifs avant tout le monde. On va utiliser des outils gratuits comme CoinMarketCap, CoinGecko, simples mais ultra puissants pour ça. Étape 1. En te rendant sur CoinMarketCap déjà, tu as l'onglet catégories qui peut te donner un aperçu des tendances actuelles. Là, on voit déjà les catégories avec les petites flammes. Ici, c'est celle qui attire le plus l'attention actuellement. Pour suivre en direct, c'est pas mal. Et c'est lié aux données qu'on va voir maintenant. Là, tu as tous les narratifs et tu peux les classer. Les colonnes importantes vont être changement de prix moyen, la dominance et les volumes, qui peuvent vraiment t'indiquer un changement, un intérêt. Pour Polkadot, qu'on voit ici, avec la petite flamme, quand tu descends, tu vois qu'il y a eu un gros changement de prix moyen. Donc, soit l'écosystème se réveille, soit une crypto explose au sein de cet écosystème. Donc, celle-là, par exemple. Après, tu checkes la dominance pour voir si c'est un mouvement général du narratif ou lié à une seule crypto. Puis les volumes, qui t'indiquent s'il commence à vraiment y avoir du mouvement, toute proportion gardée, évidemment. Étape 2, tu as sensiblement la même chose sur CoinGecko. Donc pareil, les petites flammes, on peut donc choisir les narratifs à explorer et on a un petit dashboard pour avoir une idée rapide du marché actuel. Quand on descend, on voit bien qu'il y en a vraiment un paquet, donc c'est pas forcément évident de tout suivre et comprendre. D'où ma strat de se limiter et de remonter dans l'arbre généalogique. L'évolution du prix sur une heure, un jour et une semaine est super intéressante également, afin d'avoir plusieurs visions en parallèle, de confirmer et d'anticiper une hausse ou une chute. Ensuite, market cap et volume, puis vient le nombre de coins qu'il y a dans le narratif. Ça, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est évidemment lié au référencement de CoinGecko, donc tu n'auras pas les dernières petites cryptos de Pump.Fun, Virtual ou Uniswap, mais ça peut te donner une stratégie. Un narratif avec énormément de coins, comme ici, avec les mêmes, ça veut bien dire qu'il y a de l'intérêt. Donc tu peux chercher un narratif sympa où il y a très peu de coins en te disant c'est encore très peu connu, ça peut péter. Bon, c'est évidemment risqué et je conseille pas forcément. Mais ça te donne une idée générale sur l'impulsion qu'a eu le narratif et de la dilution des capitaux à l'intérieur. Étape 3. Alors ensuite, on va aller sur Dune Analytics. J'en avais fait une brève présentation ici, là, je te mets le lien en haut, si tu veux voir. Je te mettrai les liens des dashboards qu'on va utiliser en description. J'utilise un peu ces deux-là, mais il y en a plein d'autres qui seront peut-être plus à jour ou plus adaptés à ta façon de travailler. Donc là, ça se présente simplement avec la liste des narratifs étudiés, plus les cryptos qui sont associés. Pour être pertinent et relatif, il sélectionne les 3 ou 4 leaders de chaque catégorie. On arrive ensuite sur les graphes. On sera sur des périodes assez grandes, 1 ou 2 ans ici, représentant les rendements moyens en pourcentage, donc très utile pour comparer les rendements de chaque narratif. Et on peut tenter de voir des figures simples. En glissant à gauche, on sélectionne uniquement les narratifs souhaités et on check. Après, honnêtement, c'est super écrasé et c'est pas forcément lisible. Ce qui ressort quand même, c'est la GameFi, les options et surtout les wallets. Donc, piste à explorer. Ensuite, on arrive sur les corrélations entre les blue chips de la DeFi, donc les plus grosses cryptos établies de la DeFi, et les autres. Franchement, on n'a pas trop envie de s'y plonger. Dans notre cas, c'est pas forcément intéressant. Ici, on a un tableau avec les pourcentages de volume, donc comme tout à l'heure, mais on aura sur 2 semaines également. Et les dernières performances. Là, on arrive sur quelque chose de vraiment pas mal, les meilleures et les pires performances. Donc en rouge les pires et en vert les meilleures. Donc pourquoi pas repérer celles qui ont fait pas mal de top et attendre un retracement, ou repérer certaines tendances ou régularités. Et ensuite, on arrive sur le pourcentage de transactions, et là, ça devient très intéressant. Avec 2 visuels différents, on va dire, tu peux vraiment repérer les tendances. On voit direct une nette domination des mêmes coins, évidemment, mais on peut aussi observer un gros breakout du narratif chinois. Après, c'était le nouvel an chinois récemment, donc c'est sûrement lié. Mais bon, tu vois qu'on peut facilement avoir pas mal d'indices. Par exemple, même si c'est faible, on peut voir une hausse progressive sur les RWA et qu'ils sont encore très bas. Donc ça peut potentiellement nous indiquer quelque chose. Étape 4. Bon, je peux comprendre que Dune Analytics ce soit pas trop ton truc. Du coup, j'ai un site parfait pour toi, ultra lisible et intuitif. C'est Dixu.ai. Donc là, tu as toutes les infos, comme les performances par prix. Tu peux jouer sur la durée et la paire
Pour par exemple comparer avec le Bitcoin, ce qui peut être plutôt pertinent, la fonction Occurrence Ratio indique le nombre de projets dans le narratif qui surperforment le Bitcoin. Ça peut être un indicateur vraiment performant. Au moment où je tourne la vidéo, on s'est pris une grosse claque, donc forcément, il y a beaucoup de rouge. Mais tu peux choper des infos pas mal. Après, tu as le Mindshare. Donc, les données relatives au partage sur les réseaux et les recherches sur le net. En gros, ça c'est vraiment pas mal sur 24 heures pour anticiper et sur un mois pour du plus long terme, par exemple. Après, tu as le classement, les volumes. Ça, c'est intéressant. Surtout en comparant sur plusieurs jours pour sortir une analyse propre. Évidemment, les market cap, les volumes par market cap aussi, le funding rate. Enfin, t'as compris, il y a tout ce qu'il faut. Tu les as aussi sous forme de graphes pour un visuel et une analyse différente. Regarde par exemple la charte des agents IA. Sur 3 mois, ça commence à être violent. Et ensuite, le graphe des performances du Mindshare, avec une écrasante majorité pour les L1. Donc, suivant ton analyse et ta projection dans le temps, tu peux vraiment trouver les narratifs qui vont surperformer le marché à court ou à long terme. Étape bonus. Donc ici, ça va être plusieurs petites choses qui vont te permettre de vraiment bien te positionner. On peut avoir l'analyse des mouvements des whales. Bien que ce soit intéressant, je l'utilise pas forcément car ça va rarement dans une seule et même direction, à part pour les gros mouvements sur le BTC ou le TH. Après, tu peux avoir la stratégie du déversement de liquidité au sein d'un même narratif. Donc si t'es pas positionné sur un leader, mais que tu vois qu'il commence à exploser, pourquoi pas te diriger vers le second ou le troisième de cette catégorie. C'est risqué et faut être réactif, ça peut jouer en quelques heures, mais par exemple pour les agents IA qui ont explosé, on a eu d'abord Virtual, puis AI16Z. Regarde sur cette charte, je suis en 4 heures, en blanc, c'est Virtual et en rose, AI16Z. On peut voir qu'il y a eu un peu plus d'une semaine d'écart entre les deux hausses. Donc, ça peut être vraiment pertinent d'identifier un probable narratif, surveiller son leader, attendre un gros signal et se positionner sur le second. Ensuite, on peut avoir la corrélation entre narratifs et la stratégie du double, voire triple narratif. Donc, pour ça, déjà, on retourne sur Dixu.ai et là, en descendant, on a cet outil génial de corrélation. Et donc, tu peux utiliser ça de plein de manières différentes. Sur des actifs fortement corrélés, tu vois qu'il y en a un qui pète, tu peux te positionner sur l'autre. Ou au contraire, s'il chute, cela peut t'indiquer une zone de vente en avance. Et pour des corrélations négatives, ça peut être un bon signal aussi, par inversement. On voit évidemment que les mêmes coins font un peu cavalier seul, donc ça peut vraiment être un signal général. Donc je trouve cet outil vraiment cool. Je pense qu'il faut quand même l'utiliser sur 90 jours pour avoir un résultat probant, mais c'est vraiment pas mal, notamment pour optimiser la diversification de son portefeuille, pour limiter les risques. Ensuite, on arrive sur les doubles ou triples narratifs, donc ça j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais je pense que c'est vraiment important. Attention à ne pas se placer sur des projets qui promettent tout et n'importe quoi. Si tu vois IA, Depin, GameFi, etc. sur un seul projet, ça peut être un red flag. Mais par exemple, tu prends la crypto Aero de Aerodrome, elle se positionne sur la DeFi, sur l'écosystème Base qui risque de bien exploser et sur le Made in USA. Là, c'est pertinent. Ou Chainlink, qui est un oracle, donc sur la DeFi, les RWA par ricochet, le Made in USA, et en plus qui travaille avec énormément de projets. Donc vraiment très très propre. Tu vois l'idée générale. Dans cette vidéo, j'ai essayé de te donner quelques outils pour analyser les tendances et les anticiper. On peut aussi parler de Google Trend, qui est un super outil pour voir l'évolution des recherches des gens sur les réseaux ou sur Google, ou CryptoPanic, qui est un agrégateur de news pour suivre les annonces clés par narratif. Par contre, là, il faut vraiment avoir du temps pour s'y poser et être attentif. Donc, il faut se dire que ça prend du temps et que c'est pas évident. Et surtout, quand tout le monde en parle et que tu le vois partout, c'est trop tard. Vraiment, c'est primordial. C'est dans le silence que l'on achète les meilleurs cryptos. Mais c'est pas facile. Donc, je vais te donner les narratifs avec les projets sur lesquels je suis positionné ou que je surveille. Et il n'y a rien d'extravagant. Juste une analyse efficace et sincère du marché. Donc évidemment, la DeFi croisée avec un peu de DeFi. Donc on a Link de Chainlink évidemment, Morpho, Pendle, SharpEye. Ensuite, à la croisée de la DeFi, des stablecoins et des RWA, on va avoir Ondo Finance, RSR, Usual et Maple. Sur l'interopabilité, je suis sur Layer 0, évidemment. Et je pense que c'est pertinent d'avoir un petit peu d'interopabilité. Dans les Depin plus IA, j'aurais du Akash, du Render, du IO.net, du PIC également, et du Tao. En Layer 1, ETH et Sol, évidemment. CFX de Conflux, Alephium et Caspa. Et en Oracle, donc j'ai Chainlink et
Peace Network. Donc la plupart sont sur la narrative Made in USA ou Made in China. Je n'ai pas de meme coin car cela ne fait pas vraiment partie de ma stratégie et pas de layer 2 car je trouve le narratif trop dilué. Vous avez là un petit aperçu de mon wallet et surtout des narratifs sur lesquels je suis exposé. J'étudie encore la possibilité des agents IA, mais je doute encore. Je surveille par exemple AI16Z. Si jamais Virtuel se réveille, comme je vous l'ai dit précédemment, et qui commence à exploser, je pense que je me placerai à ce moment-là sur AI16Z. Conclusion, se positionner sur les bonnes narratifs est essentiel, et c'est l'une des parties les plus compliquées, car il ne faut pas s'éparpiller, mais viser juste. Pour moi, la meilleure stratégie est de se concentrer sur le narratif leader, en se positionnant sur des projets leaders au sein de ces narratifs. Puis en faisant pourquoi pas une rotation de capital, mais pas avec la totalité de vos liquidités, légèrement. Ce cycle risque d'être extrêmement éprouvant. Donc gardez toujours des soupapes de sécurité. Trouver le tout nouveau narratif qui va exploser est vraiment compliqué. Donc restons simples, c'est la meilleure manière de ne pas faire d'erreur. Merci pour votre attention, pensez à liker la vidéo si ça vous a apporté quelque chose, partagez les narratifs que vous surveillez dans les commentaires, ça peut être intéressant. Pensez à vous abonner, ça m'aide énormément, et comme ça vous serez averti de la prochaine vidéo qui sera une analyse de Chainlink. En attendant, si vous voulez assurer votre bull run, je vous propose cette vidéo sur 5 projets à avoir dans son wallet pour exploser son bull run. Allez, à bientôt, ciao.